Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au guide, côté MJ cette fois, des elfes. Donc rappelez-vous, on l'a fait aussi pour les nains, il y a deux livres, un livre plutôt côté joueur, avec des règles, beaucoup de règles, et un livre côté MJ avec la description d'un lieu assez important, donc après l'un des royaumes nains, on va avoir un des royaumes elfiques, donc Kotik, qui se situe au nord-ouest d'Ulthuan, et ça va être l'occasion de découvrir un petit peu comment est constitué un royaume elfique, les forces en puissance, tutti quanti, et potentiellement des intrigues et des idées pour faire vos scénarios. Donc sans plus tarder, on va y aller, si mon truc a bien marché. Hop. Alors, donc au niveau du bouquin, on a un livre qui fait à peu près une centaine de pages, avec la répartition sur la vue d'ensemble, sur le royaume de Kotik. Ensuite, une cité à part entière, donc la cité principale, en fait, le port de Torkurali. Et le reste, c'est là où ça part un peu en sucette, c'est plus des éléments divers sur le bouquin, mais on aura le temps d'y revenir. Donc le royaume de Kotik, comme vous le savez, c'est un des royaumes qui est au nord-ouest de l'île continent d'Ultuan, et donc qui est très exposé à la fois aux éléments, aux conditions, aux corsaires elfes noirs, et qui ont besoin de se défendre contre beaucoup d'attaques. Leur ancienne capitale a été détruite par justement des attaques, des raids il y a très longtemps d'elfes noirs, et donc ils ont été obligés de bouger leur capitale dans une autre ville. Donc on vous expose d'abord la composition simplement de la géographie du royaume, avec, il n'y a pas beaucoup de terres arables en fait finalement, c'est beaucoup de côtes écharpées, des choses qui sont difficilement accessibles. Donc là, on a une petite, je vais essayer de la mettre. On a une petite carte en fait que vous avez en PDF de façon, de manière plus générale, parmi les éléments supplémentaires quand vous achetez le PDF notamment. J'espère que quand le bouquin sortira, ce sera l'une des une page en fait ouverte. En tout cas, c'est ça. Donc c'est vraiment tout un réseau, un réseau d'îlots, de forteresses, et sur la côte vraiment quelques grandes cités qui sont écharpées sur des falaises. Il y a un petit peu de montagne aussi, il y a beaucoup de ruines, et l'idée c'est vraiment de vous donner un panorama des différents, donc là on a les bannières, en fait des différentes maisons, parce que évidemment c'est pas aussi simple que ça. C'est un royaume avec un conseil en fait qui dirige, un conseil de princes et de princesses, sachant que techniquement, chacun des royaumes, enfin chacune des cités est représentée par son prince, mais comme je l'avais dit, il y avait Aniren qui était l'ancienne capitale qui techniquement n'existe plus parce qu'elle est en ruine, mais les princes descendants, donc le prince et sa sœur, ont toujours voix au chapitre, ce qui fait qu'en fait, dans le conseil, il y a une sorte de bataille permanente entre les cités qui sont très bien à la cool, qui possèdent leur cité et leur voix au chapitre, et le facteur X, à savoir donc les deux personnes qui ont perdu leur cité, qui prônent pour le contrôle en fait d'un siège, si je dis pas de bêtises, et le reste en fait, les gens qui sont contre un peu la, la- la gouvernance actuelle, qui cherchent eux à les débouter pour remettre d'autres personnes sur le trône, ils aimeraient bien mettre leurs alliés plutôt dessus. Donc c'est quelque chose qui est assez important, puisque ça va vraiment être au cœur du bouquin. Il y a l'idée d'intrigue aussi, dont on va reparler un petit peu plus loin. Assez intéressant de voir aussi que ça se passe Enfin, comme ils expliquent aussi, c'est que quand ils décrivent le côté sociologique des gens qui vivent des gens du Kotik, les Kotiki, ils expliquent en fait que c'est pas forcément les elfes standards pleins de morgue, très lents à réfléchir, à agir. En fait, justement, ça fait partie d'une des rares cultures d'elfes qui, puisqu'elle est complètement exposée aux éléments, comprend que les autres races aient besoin que tout soit tout de suite parce qu'ils vivent pas longtemps, vont agir, sont plus curieux puisque c'est essentiellement des marins en fait. Et ça, c'est plutôt cool en fait de mettre cet aspect-là, et c'est peut-être aussi l'une des raisons pour laquelle le choix de ce livre s'est porté sur Kotik et pas sur un autre des royaumes d'Ultuan. Qu'ensuite on passe à ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a un conseil de sept princes qui dirige. Le septième siège est vraiment casse-gueule parce que tout le monde veut le posséder. On a grosso modo un panel qui renvoie beaucoup à ce qui était dans le guide du joueur, à savoir la position militaire, les navires elfes, la marine. Au niveau de la religion, évidemment, c'est Matlan, donc le dieu des océans, qui est plus important. Mais il y en a d'autres aussi qui sont présents avec tous les autres, et tout l'autre panthéon, avec Oath notamment, et ceux qui sont moins cool, à savoir Kane qui se balade, et les cultes des plaisirs, et notamment la présence de Slanesh. Il y a ensuite une sorte de descriptif de différents petits cultes plus ou moins officieux. Alors c'est pas forcément des cultes corrompus, mais ça peut être des gens qui réclament justement le siège de la capitale perdue,
j'en passe et des meilleurs. Donc y a boire à manger en fait dans cette petite description qui doit faire une petite quinzaine de pages hein, pour aller vite. Le gros du bouquin, évidemment, va être consacré à la description quartier par quartier de Torkurali, donc qui est la grande cité, le principal fort et port de Kotick, qui est aussi l'endroit où réside le principal prince, la majorité des princes en fait, pour leur réunion au niveau du conseil. C'est aussi une ville forcément qui héberge énormément de non-elfes qui sont présents pour faire du business, sachant que techniquement Marienburg est censé avoir le monopole sur le business, enfin en tout cas les transactions avec les elfes d'après le bouquin, mais qu'il y en a plein qui essayent forcément, des impériaux ou des bretoniens qui essaient de mettre un peu leur pied à l'étrier parce que ça fait quand même beaucoup d'argent, il y a toute une sorte de taxe, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est assez cool, ils ont vraiment été très très loin dans les détails. Et on a le gros truc aussi donc, du bouquin, vous voyez sur ma droite, les intrigues. Donc les intrigues sont une mécanique de jeu qui a été introduite dans le guide du joueur des elfes, qui vous permet, par de nombreux jets, par en fait une connaissance de la personne que vous avez en face, qui est généralement un puissant de la ville, donc ça peut être un prêtre, mais c'est souvent dans le cas là des princes, de faire bouger vos pions. Et en faisant bouger vos pions, vous pouvez le manipuler pour qu'il accomplisse une position. Grosso modo, s'il y en a un qui est obsédé par l'argent, vous lui donnez beaucoup d'argent, il va faire une faveur pour vous faire partir de la ville, j'en sais rien, vous trouvez un objet très précieux, sachant que bien évidemment pour quelqu'un qui est prince, elfique qui est très très riche, n'a pas besoin d'argent, donc vous trouvez un autre point d'arrêt, peut-être que vous pouvez faire tomber son ennemi politique, il y en a un peu à boire et à manger. Et donc là l'idée, c'est que vous avez des gemmes qui apparaissent, donc là, qui représentent chacun des points d'intrigue existants que les joueurs pourront utiliser avec le système d'intrigue pour faire avancer leurs pions. En gros, par exemple, le prince d'Aloran qui dirige la ville, vous avez tout intérêt à essayer de trouver sa faveur, de gagner sa faveur. Mais pour gagner sa faveur, évidemment, c'est plus intéressant de... Enfin, il y a certaines personnes peuvent vous aider à le faire, mais il y a aussi d'autres personnes présentes dans le conseil qui cherchent à lui pourrir la vie. A l'inverse, si dans la ville, vous volez quelqu'un, vous faites un truc clairement... vous faites pas prendre la main dans le sac en faisant un truc illégal, là, c'est le jugement du prince d'Oloron qui va rentrer en compte. C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est qu'il soit le plus clément possible contre vous quand le jugement va s'abattre. Et donc, c'est comment est-ce que vous faites, comment vos potes font pour magouiller, pour éviter justement que le prince vous mette en prison pour le restant de votre vie, quoi. Il y a tout un truc aussi avec des contrebandiers qui sont présents, donc qui essayent de faire passer de la contrebande. Il y a des agents qui bossent. En fait, grosso modo, il y a des jeunes elfes qui se droguent et qui prennent une sorte du merkwine, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est une sorte de vin aphrodisiaque qui font passer en contrebande dans l'académie militaire et qui veulent continuer à faire passer, donc par un réseau de contrebandiers. Mais évidemment, si jamais les princes tombaient là-dessus, ça la foutrait très très mal pour certains des princes qui ont leurs enfants dans l'académie et qui font partie du réseau de contrebande. La Leyland, donc c'est les lignes de pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a un des princes qui veut réactiver un réseau de lignes de pouvoir dans le Wasteland, donc près de Marienburg. Et en faisant ça, en fait, il fait passer des pierres de pouvoir par les bateaux, ce qui est complètement interdit. Donc s'il se fait passer la main dans le sac, il est mal barré. Et les autres, alors si je me rappelle, donc les deux autres, il y a un Starwood, donc c'est une sorte de jardin magique qui est en train de... Comment dire Non, pardon, c'est un type de plante qui existe, qui est dans un jardin qui est aux abords de la ville, et quand il essaie de le faire pousser, ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi, et en fait, il y a un sprite, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est espèce de petits des esprits de la forêt qui est très très en colère. Et donc, si jamais vous arriviez à le calmer pour refaire pousser les plantes, l'un des princes vous serait très reconnaissant. Et le dernier, donc le Poisonous Plot, donc c'est un chapitre du bouquin à la fin, enfin un chapitre, c'est une petite notule, on va dire, de 5 pages, qui explique l'infiltration d'un espion elfe noir pour essayer de pourrir la ville et empoisonner, je crois, les puits de la ville, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ces petits blocs-là, on va les retrouver au fur et à mesure du bouquin, parce qu'on vous dit, rappelez-vous, il y a cette intrigue-là, ce lieu est en rapport avec l'intrigue, par exemple. Donc voilà, c'était un peu long, mais je pense que c'était nécessaire de vous dire ça pour pas que vous vous tiltiez quand vous allez voir plein de petites gemmes de couleurs partout. Donc on passe un peu sur... C'est exactement comme ça peut être comme Middenheim, c'est comme Aldorf, vous avez une description globale à chaque fois de ce que vous pouvez avoir au niveau de la législature, du commerce, des différents districts qui existent. Et évidemment, vous avez une belle carte, parce que c'est quand même la classe, qui est très très bien, donc elle est sur une page complète, avec les différents... Alors c'est dommage, je trouve que
voyez pas forcément, mais la police d'écriture est un peu difficile à lire. Mais c'est les principaux éléments qu'on vous montre dans la ville. Donc les palais, parce qu'il y en a évidemment, il y a 7 princes, comme je disais, vous voyez avec leurs étendards. Vous avez ensuite, donc c'est les princes, leurs palais, leur manoir, parce qu'il faut allier l'utile à l'agréable, et vous avez un grand descriptif, exactement comme dans le Livre des Nains, sur les entités en puissance de la ville, donc notamment le prince d'Aloran, qui est le personnage principal, qui est le prince en fait régent de la ville. Donc encore une fois des principes avec son historique, utilisé comme patron, utilisé comme Némésis, que je ne conseille pas. Bon, ses stats et ses objets magiques, on va passer dessus, mais en gros, il essaie de manier un peu la chèvre et le chou. Il a 2 enfants qui sont complètement terribles et stupides, qui font n'importe quoi, et c'est comment est-ce qu'il fait pour un peu gérer dans cette position absolument inavouable, qui est de gérer en fait un conseil qui est à couteau tiré sans arrêt, tout en essayant de maintenir en fait la défense de la ville, puisque c'est le principe aussi, c'est qu'il y a des agents, aussi bien elfes noirs que autres, qui cherchent à saper son autorité. Donc on vous donne encore une fois une grosse page, une fois qu'on a décrit le palais impérial, sur les intrigues de cour, donc comme je vous disais, où vous voyez qu'en fait il y a des facteurs qui sont impliqués, négatifs ou positifs, selon ce que vous utilisez. En effet, comme je disais, si vous essayez de faire chanter le prince d'Oran, c'est pas forcément... vu qu'il est très très riche, c'est pas très intéressant. Par contre, ça peut être une faveur qui est super, qui est très bien pour vous, si jamais vous avez besoin d'argent, et que vous arrivez à le convaincre de vous... Enfin, vous faites une faveur pour lui, pour aller vite. Donc on a les enfants, parce que l'idée c'est qu'il n'a pas encore défini, il a plusieurs enfants, et il ne sait pas qui va prendre sa tête. Ah non, pardon, je vais un peu loin en besogne. Donc là, c'est sur une escouade spécifique de... C'est des soldats d'élite, en fait, qui vénèrent Matlan, et donc ont des pouvoirs. Si vous en avez plusieurs sur votre bateau, ça vous donne des bonus pour les jets de prêtrise de Matlan. Donc les intrigues de culte, on en avait parlé un petit peu, mais l'idée c'est qu'il y a des cultes un peu néfastes qui se glissent dans le Conseil des Princes. Les temples, notamment avec la Forge de Vol, les temples de Kaidai. Donc là, on se moque pas vous, c'est exactement comme dans le Livre des Nains, il y a à boire et à manger avec les descriptions macro de la ville, et quartier par quartier, avec le port, les différents endroits qui sont intéressants dans le port, donc avec le marché aux poissons, la base navale évidemment, et à chaque fois on vous donne des éléments des PNJ qui sont très importants, donc encore des princes et des princesses, hein, ça vous allez en bouffer, qui là est l'amiral de la flotte notamment. On notera que les illustrations sont pas dégueulasses non plus, c'est plutôt sympa, et à chaque fois vous avez le lien avec les intrigues à développer, dont j'ai parlé un peu en amont. Donc il y a beaucoup de choses, encore une fois, on va avoir un gymnase, on va avoir le temple de Matlan, des parcs, donc je ne vais pas aller sur tout, sinon on y sera encore demain. Les 2 princes, donc les princes, donc les héritiers potentiels du prince d'Aloran, du prince couronné d'Aloran, pardon, qui sont un peu la terreur de leur père, et qui font n'importe quoi. Le tribunal et le nid des rocs aussi, parce qu'on reste encore en Utluan avec des créatures assez exotiques. On a la description, donc ça je crois que c'est juste un guerrier parmi d'autres, enfin c'est un espèce de marchand explorateur, qui est l'une des classes qu'ils ont inventées dans le guide des joueurs. Ça c'est plus rigolo, c'est donc parce qu'en fait il y a toute une intrigue avec une sommelière et du poison qui est passé. Je vous rappelais, il y avait le Merkwine, donc une espèce de vin piqué, on va dire, et tout le monde pense que c'est elle qui a fait le coup, alors qu'en fait elle est un petit peu innocente, et donc c'est comment vous allez sortir de cette affaire-là. Mais c'est rigolo, c'est bien qu'ils mettent des profils en fait d'elfes qui sont pas des métagroubiles de l'enfer, parce qu'il y a quand même un paquet d'elfes, enfin un paquet de princes, de princesses et de super amirautés de l'enfer, amphithéâtre. Donc elle, Swiftflow, c'est celle qui est en charge en fait de l'inspection des douanes, parce qu'ils veulent éviter justement qu'il y ait des gens qui amènent de la contrebande ou qui fassent du commerce sans que ça se voit trop, parce que je rappelle qu'il y a des monopoles. On notera aussi que c'est une archimage, donc tant qu'à faire. Quand vous voyez tous les lores, vous faites ok, bon, on va peut-être éviter de faire de la contrebande. On a aussi des humains, des non-elfes en fait des fois, donc notamment on a un marchand, ancien explorateur humain qui est présent dans la ville pour essayer en fait de faire son trou et de faire du commerce sur ces dernières années. Ensuite, on a aussi un peu les environs, c'est-à-dire qu'on a eu une grande description de la ville, mais on a aussi, je parlais, il y avait des jardins qui étaient à distance, il y a beaucoup de sanctuaires, de ruines et de parcs qui sont tout autour, en fait, sur la falaise de la cité. Donc les fameux sprites, donc l'espèce de petites bestioles qui pourrit la vie de tout le monde et qui aimeraient bien que le monde redevienne comme il était avant l'arrivée des elfes, c'est dire à quel point il est ancien. Ensuite, on passe plutôt donc, aux monuments, donc c'est un peu comme les statues de Sigmar et compagnie.
Et les grottes souterraines, parce que la grande farce en fait des cités elfiques, c'est qu'ils se moquent des nains, mais ils ont quand même des réseaux souterrains sous leur ville, avec différentes... souvent ça va être les coffres-forts, ou ça va être des tours de passe-passe, enfin des endroits pour les chemins de contrebandiers ou autres. Donc là, donc on a tous les courtiers, parce que lui, alors Cyréon, Fleetcrest, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est l'opposition loyale enfin, techniquement, je crois que c'est un des chambellans qui est au service du prince, mais couronné, mais qui cherche à le pourrir de manière un peu subtile pour pas prendre sa place, mais pour saper son autorité. Donc, comme je dis, il y a beaucoup, beaucoup d'intrigues. Il y a énormément de profils. Donc, on a aussi une espionne norske, si je dis pas de bêtises, qui est là pour pourrir la vie du monde. Et je crois qu'on a fait près le tour, mais comme vous voyez, on est quand même sur une cinquantaine de pages. Donc, je vais très très vite parce que ça n'a aucun sens pour moi de vous lire tout ça. Mais clairement, il y a à boire et à manger dans ce que vous pourriez trouver si jamais vous voulez la description d'une cité elfique, vous y êtes. Beaucoup moins intéressant, Poisonous Plot, donc c'est ce que je parlais, donc il y a un infiltrateur elfe noir qui arrive, qui veut impérativement empoisonner les eaux de la ville, mais pour faire ça, il faut qu'il sape l'autorité des différents princes, ou qu'il crée en fait il faut qu'il crée des conflits à droite à gauche, donc c'est là où vous reprenez en fait tous les conflits qui ont été faits précédemment pour voir comment ils peuvent se lier avec, par exemple, le jugement du prince d'Aloran. Comment est-ce que ça peut lier, en fait, parce que peut-être qu'il va punir quelqu'un qui, en fait, protégeait le puits, ou machin, patati patata. Ou alors vous commencez à voir qu'il y a des gens qui sont assassinés dans la ville, et vous dites c'est quand même bizarre, parce qu'ils sont tous en lien avec le traitement des eaux, ou des puits, ou que sais-je. Et enfin, vous avez un peu la trame principale qui tient sur une page, du plot, donc en fait de l'intrigue, et c'est à vous de voir comment vous pouvez... donc c'est différentes étapes que va faire l'assassin Shadowblade avant enfin d'empoisonner la source. Ça tient sur une page, il y a la description du poison aussi, et vous avez le descriptif donc, de l'assassin. On est sur 5 pages. Encore une fois, pourquoi ne pas faire un scénario sur 5 pages? Un vrai scénario, pas un truc un peu bizarre qui mélange à la fois des profils de PNJ, une nouvelle mécanique qui a été introduite dans le lead du joueur, je sais pas, ça c'est... Bref, je crois que c'est un peu compliqué, je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi ils ont procédé de cette manière, mais on peut pas leur... Enfin, comment dire... C'est dommage, je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, en fait. Ça aurait été beaucoup moins d'efforts de faire juste une petite histoire avec un scénario, début, fin, milieu, plutôt que juste donner une trame avec des éléments supplémentaires sur l'intrigue. Alors là, on arrive un peu au bas du bas du bas, c'est les chariots, donc les chariots de guerre. On a des pages sur les règles liées aux chariots de guerre elfiques, avec les manœuvres, avec... ouais, je sais pas trop quoi vous dire. Là, c'est vraiment pas transcendant, c'est vraiment... On met quelque chose pour mettre quelque chose. Plus sympatoche, c'est pas exceptionnel mais non plus, mais on a un mini bestiaire avec enfin le lion blanc du Tuan, le kraken, les grands aigles et les phénix. Donc les phénix de feu qui, avec l'âge, deviennent de glace. C'est plutôt sympa. Et enfin, on a un chapitre sur comment mélanger les intrigues, donc la fameuse mécanique des intrigues, avec vos scénarios. Donc comment est-ce que ça peut marcher avec les elfes noirs notamment, comment est-ce que les intrigues de cour peuvent marcher pour vous, est-ce que vous pouvez transformer ça juste pour un scénario, pour faire une campagne tout autour de ça. Qu'est-ce qui se passe si vous échouez, quelles sont les intrigues qui existent au sein de l'Ultuan, entre les royaumes, donc avec les différentes factions elfiques qui existent à travers le monde, les intrigues au sein même du royaume de Kotik, au-delà, avec les humains, la magie et compagnie, les intrigues liées au commerce, et aussi évidemment des endeavors, donc les choses que vous pouvez faire en temps off durant la campagne, liées aux intrigues. Et comment un peu tailler vos PNJ aussi pour qu'ils puissent être adaptés à ces systèmes d'intrigue. Donc bon, et on finit par un petit, un fourre-tout avec comment mieux jouer vos PNJ aux elfes. Alors pourquoi pas, hein, on est exactement dans le bon endroit pour faire ça. C'est le guide du MJ en attendant. Et enfin, comment incarner des vieux elfes, donc qui est pas bête, parce qu'au final, c'est vrai qu'on oublie souvent, mais que les elfes sont très très vieux. C'est un peu comme dans Vampire, quand vous devez incarner en tant que maître du jeu des très anciens vampires, vous dites mais à quoi ça rime, quoi, parce qu'ils sont méga grobiles, qu'est-ce qui les intéresse? Et on vous dit tout ce qui les intéresse, c'est de survivre. Et là, on vous explique un petit peu comment est-ce que ils arrivent à juguler leur passion, parce qu'ils savent que si la moindre décision qu'ils prennent peut avoir des conséquences désastreuses sur leur équilibre mental, donc ils sont extrêmement longs, ils travaillent plutôt sur le
côté patience, planification, ne pas agir directement et laisser d'autres personnes en fait faire à leur place. Donc voilà, c'est à peu près tout en fait. Nous avons fait le tour du guide donc des Sea Warden of Gothic, donc des gardes de tempête de Gothic, donc qui est dédié encore une fois au royaume elfique de Gothic, qui est l'un des nombreux royaumes d'Ultuan. C'est pas un guide sur tout Ultuan, dans attention, c'est vraiment très spécifique, c'est un choix éditorial qu'ils ont fait aussi avec les nains. Pourquoi pas, hein, enfin, quelque part, ça leur permet d'aller plus en détail que... après, enfin, ça vous permet d'aller plus en détail sur ce royaume spécifique, et après pouvoir le réutiliser pour d'autres éléments. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez un template, donc un modèle de ville elfique, vous pouvez à peu près imaginer comment seront les autres. Il y aura des différences, mais c'était un peu pareil que celui des nains, avec le Karak, où vous dites, bon, bah, si j'ai vu un Karak, pour aller très vite, je les ai tous vus. Ça marche bien. Ce que je trouve plus dommage, c'est que autant la description du royaume est très très bien, autant la description de la ville est sans fin, il y a à boire et à manger. Je trouve qu'il y a la fin du bouquin part un peu en sucette, où on a l'impression qu'ils ont une vingtaine de pages à compléter, ils ne savent pas trop quoi faire, donc ils en mettent à droite à gauche. Je trouve ça pas top, surtout pour un bouquin qui fait moins de 100 pages. On aurait pu espérer, évidemment, vous voyez venir avec mes gros sabots, un scénario, mais je pense qu'il y aura d'autres points qui auraient été peut-être plus intéressants. Je sais pas, j'aurais bien aimé un descriptif plus en profondeur des îles, par exemple, parce qu'ils disent qu'il y a plein de ruines, il y a plein d'îles qui sont tout aux alentours, qui sont complètement inhabitées ou laissées en rade. Par exemple, un descriptif de la cité, de l'ancienne capitale qui a été abandonnée. Ça pourrait être bien, ça pourrait faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, un Midi Mordheim ou un truc sympa comme ça aurait été plutôt cool. Ça aurait fait une vraie piste d'aventure et ça aurait permis aux joueurs, voilà, d'avoir enfin, au MJ d'avoir une sorte de matière si jamais il y avait besoin de faire, je vais pas dire un donjon, mais au moins quelque chose d'inexploré, plein de dangers, tout en restant en fait pouvoir faire une sorte d'expédition dans le monde, enfin, près des royaumes elfiques. Ça aurait pas été dégueulasse. Parce que c'est vrai qu'après, bon, pour le reste, hélas, tout ce qui est règles de navigation et navire, on a une autre dose, avec Sea of Claws notamment. Mais voilà, je reste que... Enfin, je sais pas, les règles de chariot, vraiment, quand j'ai lu ça, j'ai fait... Mais c'est pas possible, quoi. Enfin, pourquoi ils viennent nous mettre ça? On va pas s'amuser, surtout à Warhammer, enfin, même si vous faites une campagne elfique, vous n'allez pas sortir les chariots. Enfin, je sais pas, il y a des choses qui m'échappent vraiment dans la politique éditoriale de Cubicle 7. Mais en tout cas, pour un gros 75% du bouquin, c'est très très bien, quoi. En gros, les 60 premières pages, 70 premières pages sont très très bien parce que vous avez le descriptif du royaume qui est sur 15-20 pages, donc c'est pas trop long, mais c'est très synthétique. Et par contre, la ville, elle est extensivement décrite, aussi bien dans ses domaines que ses PNJ, que les sanctuaires. Il y a vraiment toute la structure, et en plus, il y a la structure politique, qui est vraiment ce qui est important pour différencier les hauts elfes de, je sais pas, de l'Empire, par exemple. Donc ça, c'est plutôt pas dégueulasse. Mais c'est marrant parce que, ironiquement, j'ai l'impression que j'étais plus enchanté sur le guide des joueurs elfes, et au niveau nain, j'étais plus enchanté par le guide MJ nain que le guide du joueur nain. Donc c'est un peu un effet d'inversion. Enfin, en tout cas, c'est un peu mon ressenti à moi. Selon vos attentes, vos goûts et ce que vous faites jouer, vous n'aurez pas forcément le même ressenti que ce que je peux avoir, mais bon, je me devais honnêtement vous dire ce que j'en pense. Donc c'est plutôt... L'idée est pas bête, en fait, de faire un diptyque. Vous voulez des règles supplémentaires, vous achetez le guide du joueur. Vous voulez du contenu supplémentaire, ou juste du lore, ou juste du machin, vous foncez, vous achetez les bouquins du MJ, et les veaux seront très bien gardés, et tout le monde sera content. En attendant, c'est ce que je pouvais vous dire, sans aller trop en profondeur encore dans mes descriptions, parce que ça n'a pas de sens pour moi. Enfin, vraiment, tout l'intérêt du bouquin, c'est de le lire, je veux dire, concrètement. Donc si je vous fais une lecture, déjà, je suis pas sûr que Monsieur Cubicle 7 soit très content, et bon, ça sera un peu... On y sera encore à Saint-Glinglin. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas, sur le diptyque qui s'arrête, et très prochainement, j'espère, des nouvelles de Marienbourg, des nouvelles du futur qui nous attend à la GameCon, et puis surtout un excellent mois d'août qui arrive. Je vais m'arrêter là, et je vous souhaite une excellente continuation, et à très bientôt. Allez, salut!